Bonjour. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, 200 ans après Jean-François Champollion, l'Égypte antique continue d'écharmer et livrer ses secrets. 2022 commémore les bicentenaires de déchiffrement des hiéroglyphes. Exactement le 14 septembre 1822, par les biais de la triple inscription sur la pierre des Rosettes. Ce déchiffrement a signé l'acte de naissance d'une nouvelle science, l'égyptologie. Considéré le dernier stade de l'égyptien, le copte, qui comptait tant pour Champollion, l'a appris grâce à un prêtre égyptien. Le copte a ainsi joué un rôle primordial dans cette découverte historique. Chers invités, le jour d'aujourd'hui, notre initiative Mon patrimoine égyptien copte a l'honneur de dédier la manifestation de sa deuxième édition au secret de cette langue copte. Nous allons maintenant commencer notre programme par un mot de son éminence Monseigneur Ambamarque, évêque du diocèse copte orthodoxe de Paris et du nord de la France. J'invite Monseigneur Ambamarque, sans plus attendre. Monseigneur, vous avez la parole. Merci. خنفرا نمفيوت نمبشير نمببنف ما يثواب ونوتي إنوات أمين. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Excellences, Monseigneur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du diocèse copte orthodoxe de Paris et du nord de la France, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la deuxième édition de l'initiative Mon patrimoine égyptien copte, dédiée cette année au thème secret de la langue copte, sous les auspices de Sa Sainteté le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et le 118e patriarche de la prédication de Saint-Marc. Ce mois-ci, on célèbre la commémoration de la visite de la Sainte Famille en Égypte. Aussi, cette année 2022, comme M. Maher a dit, on célèbre le 200e anniversaire du déchiffrement de la pierre des Rosettes arachide en Égypte. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses salutations à nous, distingués invités, qui nous ont honorés par leur présence. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef, ambassadeur d'Égypte en France, accompagné par des membres du corps diplomatique égyptien, M. Ahmed Souriel et sa famille,
Son Excellence l'ambassadeur Cherif El-Douani, il va nous joindre plus tard. Le Consul général d'Égypte à Paris, accompagné par des membres du corps consulaire égyptien. Monseigneur Andrea Ferrand, les représentants de la nonciature apostolique en France, Monseigneur Michel Ponsard, évêque du diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, Père Paul Mourad, qui représente Monseigneur Ignatius, patriarche d'Antioche, Sœur Anne-Marie Petitjean, du diocèse de Saint-Denis, Père Jean-Marie, le secrétaire de l'association de l'œuvre d'Orion, Monsieur Richard Brivat, maire de Draveil, qui nous rejoindra tout à l'heure, Monsieur Laurent Rousset, conseillère départementale, premier adjoint au maire de Draveil, Madame Anne-Marie Faure, conseillère départementale de l'Essonne et adjointe au maire de Draveil, Madame Fatin Idri, conseillère régionale et élue de la petite enfance à Draveil. Aussi, Madame Idri est candidate aux prochaines élections législatives auxquelles nous vous souhaitons la réussite. Mes chaleureuses salutations adressées à la coptologue professeure Anne Boudor pour sa présence et sa causerie par la papyrologie copte. Je voudrais également saluer les prêtres de diverses églises, sœurs orientales et occidentales, les éminents égyptologues et coptologues, les experts internationaux, le monde associatif et les organisations non gouvernementales représentées par des personnes qui s'intéressent au patrimoine, à la culture et à l'art. Excellences, Monseigneur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la langue copte représente l'ultime forme prise par la langue égyptienne. Elle se caractérise par la multiplicité de ses sens. Elle distingue une langue, une population, une histoire, voire un art, une culture et un patrimoine. Un patrimoine divers et riche partout en Égypte. De la sculpture sur bois et pierre, des textiles décorés, des manuscrits, des inscriptions sur papier, sur parchemin, sur papyrus, sur ostraca, mais aussi sur les parois murales, notamment dans les monastères. Toute une littérature en copte, de nombreux documents bilingues ou trilingues, occident, le grec, le copte et l'arabe. Encore aujourd'hui, elle est utilisée comme langue liturgique, mais aussi utilisée par plusieurs familles comme langue courante. En plus, nous constatons que notre dialecte égyptien actuel contient beaucoup de vocabulaire et mots coptes, ce qui le rend distinct. La langue copte est un témoin de la survie de la civilisation pharaonique, comme tous les monuments qui se dressent au long du Nil. C'est pourquoi je voudrais souligner que ce patrimoine de la langue copte appartient à tous les Égyptiens. Excellences, Messieurs, Monseigneurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, ma joie est grande de dévoiler les secrets de cette langue à travers une exposition qui cohabite les papyrus et le copte.
Je suis par ailleurs convaincu que cette exposition répondra aux attentes des nombreux amoureux et amateurs de cette langue qui la visiteront durant les 2 semaines. Vous allez également vous réjouir d'un dialogue entièrement en copte animé par les jeunes du diocèse. Distingués invités, mes chaleureux remerciements vont enfin au service de police qui ont assuré la sécurité de cet événement, aux médias, aux serviteurs du comité d'organisation qui s'est investi pleinement pendant plusieurs mois. Je vous remercie. Je vous remercie, Monseigneur Ambamarc. Merci. Comme souligné, la langue copte est un témoin de la survie de la civilisation égyptienne pharaonique, comme tous les monuments qui se dressent au long du Nil. Nous passons maintenant au discours de Son Excellence, M. Ala Youssef, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France, délégué permanent de la République arabe d'Égypte auprès de l'UNESCO. Excellence, vous avez la parole, s'il vous plaît. Son Éminence, Monseigneur Ambamarc, Votre Éminence, les évêques, les pères, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver toujours ici dans la diocèse. Je dois vous dire quelque chose, j'étais particulièrement très content d'être invité ce soir pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je me réjouis d'être toujours avec vous ici. Quelquefois, j'ai dit même avant de commencer mon discours à Ambamarc que je veux pas partir, je veux rester. Et puis, deuxièmement, parce que là, je me retrouve l'Égypte que je connais, que j'ai passé ma vie. L'Égypte où tout le monde partage les mêmes valeurs, le même patrimoine. L'Égypte que on a toujours senti l'harmonie et aussi la fraternité, la tolérance. C'est ça exactement l'Égypte que je connais et que je souhaite toujours garder cette image. Et puis pour la 13e raison, qu'on parle aujourd'hui de la Sainte Famille. Et là, pas seulement parce que je suis un ancien élève des pères jésuites du collège de la Sainte Famille du Caire, mais parce que la Sainte Famille représente une partie très riche de notre histoire, l'histoire de l'Égypte, le patrimoine égyptien. C'est pour ça que je voulais, devant vous, et sous le contrôle de Madame Sonia Ramzi, dire que le dossier de la Sainte Famille, je dois présenter, dès qu'il soit continué, je veux présenter au UNESCO et je veux moi-même défendre pour que ce dossier soit inscrit sur la liste de patrimoine mondial. C'est quelque chose que je trouve très important de attirer l'attention du monde entier sur l'importance du parcours et de la visite de la Sainte Famille en Égypte. C'est quelque chose qui, pas seulement qui touche à l'histoire d'Égypte, mais au monde entier. C'est pour ça que, moi, je serai à votre disposition. Dès que le dossier soit terminé, on va bien sûr le présenter à l'UNESCO. Et encore une fois, merci à vous tous de m'avoir invité et sans beaucoup tarder, parce que je suis sûr que vous êtes impatients pour voir cette belle exposition. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Comme souligné, Monsieur l'ambassadeur, l'Égypte et surtout les parcours de la famille, de la Sainte Famille, fait partie de les patrimoines égyptiens et les patrimoines mondiaux également. Et là maintenant, pendant quelques minutes, avec Père Joseph Stéphanos, nous allons découvrir ensemble les sources historiques fiables du parcours de la Sainte Famille au pays de Pyramides, l'Égypte. Père Joseph, vous avez la parole.
Vos éminences, Monseigneur Ambamark, Monseigneur, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, tous mes chers invités, mes pères, mes sœurs et mes frères. Lorsque la Sainte Famille est venue en Égypte, selon certaines estimations historiques, ce voyage vers les pays d'Égypte a duré 3 ans et plus de 6 mois. Bien sûr, ils parlaient soit l'hébreu, soit l'araméen, qui était répandu en terre de la Palestine en cette époque. Mais ils ont passé quelques années en Égypte, apprenant en eux, à coup sûr, une partie du copte, langue qui était présente à cette époque, et souvent, Jésus a appris dans sa petite enfance au moins quelques mots coptes. Et la Vierge Marie a certainement appris avec Saint Joseph beaucoup de mots coptes. Et c'est une grande bénédiction pour l'Égypte. Ainsi, la langue copte est la deuxième langue du Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Famille aussi. Le Christ a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Après avoir été béni par lui, cette langue est progressivement passée d'une langue mondaine à une langue angélique. Langue qui n'est pas de ce monde au cours des siècles, avec le passage des différents dirigeants et gouvernements en Égypte, et elle est devenue la langue de louange, la langue de prière. Et après cela, le banal a disparu, et c'est une belle et chose utile, parce que le développement de la langue copte et son utilisation dans la vie religieuse ne donne que confidentialité et sainteté aux prières coptes. De sorte que la prière n'est pas effectuée dans la même langue dans laquelle les affaires du monde sont pratiquées. Et prier en langue autre que la langue commune n'est pas une affaire réservée aux seuls coptes, mais c'est plutôt une affaire prédominante dans les vieilles églises traditionnelles qui préservaient la foi et l'histoire. La langue copte, donc, est la langue identitaire de tous les Égyptiens, et des Coptes en particulier. Avec l'aide de la langue copte, Jean-François Champollion a déchiffré la pierre de Rosette. Il a étudié la langue copte pendant de nombreuses années avant de pouvoir déchiffrer la pierre de Rosette. Il a même développé un dictionnaire de la langue copte et comparé des lettres et des mots, contrairement à son concurrent britannique Thomas Young. Il parlait couramment la langue copte, qui l'a aidé à déchiffrer les hiéroglyphes parce qu'il croyait, il avait raison en cela, que le copte est le développement naturel de la langue égyptienne ancienne écrite en hiéroglyphes. En 1807, Champollion, alors âgé de 16 ans, présente un mémoire à l'Académie de Grenoble. Il écrira cette même année, je cite, « Je veux faire de cette antique nation une étude approfondie et continuelle. » Plus tard, il dit que de tous les peuples que j'aime le mieux, j'avouerai qu'aucun est égal aux Égyptiens dans mon cœur. Champollion, donc, avait un grand amour pour l'Égypte. Et jusqu'à maintenant, on trouve aussi les Français, ils réservent un grand amour pour l'Égypte aussi. Il a même écrit à son frère une lettre. Il disait « Je me livre entièrement aux Coptes. Je veux savoir l'Égyptien comme mon français. »
Ainsi, la préservation de la langue copte était une raison directe pour déchiffrer la langue égyptienne ancienne et faire connaître au monde entier la civilisation égyptienne qui était et est toujours la fierté de tous les Égyptiens. Champollion a été aidé dans ses efforts par un prêtre copte qui s'appelle Père Yohanna Sheftichi, qui a d'ailleurs célébré la messe à l'église de Saint-Roch, à rue de Faubourg Saint-Honoré, dans le premier arrondissement. Le prêtre qui a émigré, il a plus tard émigré en France. Il est même enterré en France, après avoir travaillé comme interprète et traducteur pour le gouvernement français. Cette visite de la Sainte Famille en terre d'Égypte est d'une grande importance dans la conscience égyptienne en général, et copte en particulier à travers trois angles. Un angle religieux. Là où il y a des prophéties dans la Sainte Écriture, ce qui a été mentionné dans le livre d'Isaïe, l'Éternel monte un nuage rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui et les Égyptiens perdent le courage. Ésaïe 19, 1. Aussi, le livre d'Osée, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Et c'était une prophétie de la fuite de la Sainte Famille. Il ne nous est pas caché à tous l'importance de l'Égypte dans tous les livres saints, car l'Égypte a été mentionnée dans la Bible 584 fois. Archéologique et culturel, l'angle archéologique et culturel. La plupart des endroits où les églises et les monastères ont été construits depuis le IVe siècle et avec le temps, ils se sont transformés en sites archéologiques. Et l'État a inscrit parmi le patrimoine égyptien, y compris un angle touristique, un aspect qui est apparu un peu tard et l'État lui a accordé des sentiers et des programmes qui apportent des avantages économiques à l'État et à la population. Puis, elle a pris une importance internationale avec la déclaration du Vatican concernant le pèlerinage sur les traces de la Sainte Famille en Égypte. Maintenant, pour les sources historiques de ce voyage. Des sources historiques fiables contenues les écrits historiques les plus importants et les plus précis de la visite de la Sainte Famille. Au IVe siècle, le Mimar de Pape Théophile. Mimar, c'est un mot syriaque qui était arabisé, et c'est un mot qui veut dire article, ou un récit, ou un sermon. Donc, ce Mimar de Pape Théophile, le texte syriaque et le texte arabe, selon le manuscrit arabe du Vatican, MS 698, copie en 1371 après Jésus, il est mentionné que la période de résidence de la Sainte Famille en terre d'Égypte est de 3 mois et demi. Le pape Théophile, c'est le 23e pape d'Alexandrie, du siège d'Alexandrie de 385, entre 385 et 412. Peut-être le texte original de ce mémoire a été écrit en langue grecque, puis traduit en langue copte, parce qu'à cette époque, on écrivait souvent en langue grecque.
Un fragment du texte copte du Mimar a été découvert au monastère blanc de Souag et il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de Paris sous le numéro copte 131 et l'année 213. Quant au texte arabe, il a été traduit de la langue copte vers la langue arabe sous la présidence du père Jacob, abbé du monastère Muharrak, au sud d'Égypte, le samedi 22 à Tours 1001 pour les martyrs, qui correspond au 18 novembre 1284 de notre ère. Au 5e siècle, le Mimar de pape Timothée d'Alexandrie. Le pape Timothée est le 26e pape d'Alexandrie au 5e siècle, 455 jusqu'à 477. Le serment à la consécration de l'Église dans la région de Fao, au nom de Saint Abba Bakom, le texte est en langue copte et on reste des fragments conservés en trois endroits. Ce texte, ce serment, contient aussi l'information sur ce voyage de la Sainte Famille pendant 3 ans et demi. Et ces 3 endroits qui contiennent ce serment, la Bibliothèque nationale de Paris, le musée Pouchkine de Moscou, des copies existantes, copiées entre 10e et 12e siècle, ont été trouvées dans la région de Fayoum et au monastère blanc de Souag. Au 7e siècle, le Mimar de Amba Ariakos, qui est prononcé Kariakos, évêque de Bahnasa. Amba Kariakos, évêque de Bahnasa, a vécu dans la seconde moitié du 7e siècle après Jésus. Il était un contemporain de Saint Samuel Al-Kalamoni, qui est parti en 695, c'est un grand saint dans l'église copte, et a écrit la biographie de son élève Ambayostos, et il a également écrit un mémoire sur la Sainte Famille. 7e siècle aussi, Zacharias était le fils d'un prêtre. Il est devenu moine au monastère de Yohanna al-Qasir, Jean le Petit. Et ce monastère a disparu. Le pape Simon Ier, au 7e, 8e siècle, l'a ordonné évêque de l'éparchie de Sakha, ou Sakha. Amba Zacharias a écrit un mémoire sur la Sainte Famille. Il est le plus riche en mentionnant des étapes par lesquelles la Sainte Famille est passée et aussi beaucoup de détails que, pour ne pas abuser de votre temps, je me suis épargné de vous citer les détails, mais il y a ce mémoire contient beaucoup de détails sur le voyage de la Sainte Famille. De nombreux chercheurs modernes se sont appuyés sur ce mémoire dans leurs textes imprimés lors de la publication des stations de la Sainte Famille. Il est vraiment la principale source d'information. Parmi les copies manuscrites les plus anciennes de ce mémoire figure le manuscrit 20, Théologie de l'église Abou Serga au Caire, daté de 1372 après Jésus, et le manuscrit oriental à Londres sous le nom 4723, copie du XVe siècle, et bien d'autres. Il existe des copies dans la bibliothèque du patriarcat copte datant du XVIIe siècle. Source du 5e et du XIe siècle, le fameux livre de l'histoire des patriarches. Il y a un grand volume qui maintenant existe en plusieurs volumes, qui s'appelle, un livre très connu en Égypte, qui s'appelle l'histoire des patriarches. Il a été écrit à l'origine pour faire la chronique
des biographies des patriarches d'Alexandrie et est attribué à Ambasawiris ibn al-Mukaffa au Xe siècle. Mais au XIe siècle, l'historien Mawhoub ibn Mansour s'est intéressé à compléter la biographie des patriarches et il a mentionné avec les églises des martyrs les lieux des célèbres visites de la Sainte Famille. XIIe siècle, le livre d'Abul Makarim, la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, et il est spécifique à l'histoire des églises et les monastères de son temps. Et c'est une source très importante dans l'histoire de l'Église égyptienne. Parmi les sources, une source très importante, c'est Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, qui est appelé père de l'histoire de l'Église, et il est à l'Église byzantine au 3e, 4e siècle, 263 tout exactement à 339. Dans son livre, le fameux livre Histoire de l'Église, il se réfère au chapitre 1. Il dit à la fuite, il se réfère à la fuite de la Sainte Famille en Égypte et la cruauté d'Hérode en tuant les enfants de Bethléem et que Dieu l'a puni de maladies graves à la fin de ses jours. Le livre Historia Monochorm in Egypt, ou Monochorm, écrit par 7 moines de Palestine qui ont allé en Égypte à la fin du IVe siècle, vers l'an 394, puis pour suivre les traces de la Sainte Famille. Ils ont bien sûr cité toute leur expérience en Égypte, ainsi que le Synaxarium copte. C'est très important parce qu'un livre, le Synaxarium, un livre qui est commencé par Jean, évêque de Borollos, au VIe siècle, est presque achevé au XIIIe siècle par Amba Boutros el-Jamil, évêque de Milig, et Amba Michael, évêque d'Atrib et Milig. Le 24 Bachans, le mois copte Bachans, est dédié à la fête de l'entrée de Jésus et sa mère en terre d'Égypte. Il mentionne de brefs délais de la visite et l'importance de Synaxarium qui est devenu une partie du rituel ecclésiastique parce qu'il est récité dans toute la liturgie quotidienne qui inscrivait ces événements dans la conscience du peuple copte. Dernier témoignage ou dernière citation, au XVe siècle, Al-Makrizi, c'est un historien très connu, un historien musulman, qui a témoigné aussi la visite de la Sainte Famille. Il parle de la période aussi où la Sainte Famille a résidé en terre d'Égypte et dit dans son livre Al-Mawa'iz wal-i'tibar bizikr al-khitat wal-athar, je traduis en français, Sermons et morales dans les manuscrits et les reliques, vol 4, page 482, il cite sa mère Marie, lui il a mis Mariam, sa mère Marie marchait avec lui quand il avait 2 ans sur un âne, et avec elle Youssef al-Najjar, Joseph le charpentier, jusqu'il arrive en terre d'Égypte et l'habite pendant 4 ans, puis il revint et le Christ âgé de 6 ans. Selon les papyrus publiés par l'université allemande de Cologne en 1997 après Jésus, la Sainte Famille est restée en terre d'Égypte pendant environ 3 ans et 11 mois. Donc, c'est entre 3 ans et demi et 4 ans. Ce papyrus est constitué de 2 feuilles de papyrus en langue copte et
en dialecte de Fayoum, dont l'un est écrit dessus et de deux côtés, et l'autre écrit dessus d'un seul côté. Et il date du 4e et 5e siècle et a été trouvé dans la région de Fayoum et conservé dans l'une des bibliothèques de l'université de Cologne en Allemagne, et il a été publié par un chercheur en langue copte. C'est M. Schenke. Son éminence, l'évêque Démétrios, c'est l'évêque de Malawi, l'évêque actuel de Malawi, Ansana et Ashmonin, et chef du département de langue copte et à l'Institut d'études coptes, a traduit le papyrus du dialecte fayoumique au dialecte buharique et arabe. Sa vérification et interprétation était la première était en 2006 après Jésus et la deuxième était en 2007. Certains mythes se sont tissés sur le voyage de la Sainte Famille, compte tenu des apocryphes tels que l'évangile de l'enfance du Christ, il y a l'évangile de Thomas, l'évangile des Égyptiens, il y a plein d'évangiles qui parlent de l'enfance de Jésus, qui a tissé plein de légendes, et pour ne pas abuser de votre temps, je vous laisse faire la recherche vous-même. Merci beaucoup. Je vous remercie, Père Joseph. Comme a été souligné, l'Égypte a des sources fiables de ce parcours de la Sainte Famille. Excellences, Monseigneur, chers invités, les photos du court-métrage que nous allons voir maintenant ont été sollicitées soigneusement, d'une façon très soignée, afin de vous refléter la présence remarquable de la langue copte dans les vieux Caire. C'est un beau quartier à visiter quand vous allez en Égypte. Dans les églises également et au musée copte. Les photos montrent la présence du copte sur les bois, la pierre, les cônes, le textile, le papyrus, l'ostraca et bien évidemment dans les livres entiers.
Mesdames et messieurs, après cette dose si riche de patrimoine, nous sommes tous honorés et ravis d'avoir parmi nous Madame la coptologue professeure Dr Anne Boudor, notre intervenante principale, qui va nous dévoiler le secret de la papyrologie copte. Fascinée par les coptes, Dr Anne Boudor est directrice de recherche au CNRS et spécialiste des langues et textes coptes. Orientation choisie au débouché d'études des lettres classiques et de l'égyptologie. Il a enseigné le copte à un institut catholique pendant 10 ans. Elle est également rédactrice en chef de la revue annuelle Journal of Coptic Studies et co-rédactrice de la collection francophone Cahiers de la bibliothèque copte. Madame la professeure, vous avez la parole. C'est bon comme ça. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Votre Sainteté Abba Marc, Messeigneurs les évêques présents ici, et tous les amis et collègues présents, je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, et je suis très reconnaissante à Christine et Jean Maher d'avoir transmis l'invitation d'Abba Marc à faire cette conférence, d'être venu me voir à mon bureau jusqu'à Aubervilliers, de discussions que nous avons eues ensemble et de la mise sur pied de cette conférence. Je vais vous parler de ce qui m'occupe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, à savoir la langue, les manuscrits, les papyrus, les textes coptes, en essayant de vous donner un aperçu à la fois de la langue et des textes qu'elle véhicule. Nous commençons par un peu d'étymologie qui va vous rappeler un certain nombre de choses qui ont été dites jusqu'ici. Donc, nous avons en hiéroglyphe que vous voyez en haut à gauche un mot égyptien qui se prononce Outkapta, qui signifie le château du Ka de Ptah, qui est une façon en égyptien pharaonique de désigner la ville de Memphis, alors capitale de l'Égypte, et donc, par extension, l'Égypte. De ce mot Etkapta, les Grecs, quand ils sont arrivés en Égypte, ont dérivé le mot grec Aegyptios, qui veut dire donc égyptien, dont nous tirons notre mot égyptien directement du grec Aegyptios. De Aegyptios, quand les Arabes sont arrivés en Égypte, ils ont dérivé le mot Kupti, et vous entendez et vous savez que de Kupti, on passe facilement à copte, et c'est comme ça qu'ont fait les premiers voyageurs occidentaux en arrivant en Égypte vers le XIVe, XVe siècle. Donc, sur le plan étymologique, il n'y a aucun doute que copte égale égyptien. Cette équation copte-égyptien reste complètement vraie sur le plan linguistique, si elle ne l'est plus sur le plan religieux, bien sûr. Et c'est sur ce plan linguistique que nous nous situons aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous passons, j'ai mis cet exemple très simple qui sert en fait d'apprentissage en général aux débutants en copte, donc de setep, un mot écrit en hiéroglyphe qui veut dire choisir, nous passons à sotep en copte. Alors, ce passage de Setep à Sotep, de Outkapta à copte, nous paraît désormais tout simple. Et comme l'a rappelé le père Stéphanos, nous devons ce savoir à Jean-François Champollion, dont on ne doit pas se lasser de répéter que son hypothèse était un véritable exploit scientifique. En effet, l'hypothèse que le copte était le dernier avatar de la langue égyptienne n'était pas quelque chose qui allait de soi, puisque les deux langues n'étaient pas du tout écrites avec le même alphabet, le même système graphique. C'est donc une intuition géniale
que Champollion avait et qu'il a défendu contre un certain nombre d'autres savants qui, eux, pensaient que l'écriture était simplement symbolique et n'avait rien à voir avec la langue copte. Et je vous ai repris ici ce que le père Stéphanos nous a cité tout à l'heure, les propos de Champollion à son frère dans une lettre en 1909. Je travaille, je me livre entièrement au copte, je veux savoir l'égyptien comme mon français, parce que sur cette grande langue sera basé mon grand travail sur les papyrus égyptiens. Et en effet, vous voyez probablement assez mal ici une page de la grammaire égyptienne de Champollion, et ce qui est très admirable, c'est que on voit ligne par ligne une ligne de hiéroglyphes, la transcription en copte et ensuite la traduction en français. Une démarche scientifique extraordinaire à l'époque et qu'on a un peu laissé tomber par la suite. Les égyptologues d'aujourd'hui ont tendance à passer directement des hiéroglyphes à la traduction française sans toujours avoir à l'esprit que le passage par le copte était crucial. Donc, je reviens à mon verbe choisir. Vous voyez 3 consonnes en égyptien pharaonique, puisqu'il n'y a que des consonnes notées en hiéroglyphes, et en copte 4 lettres, les mêmes lettres, les mêmes consonnes et une voyelle. Ça va être un des apports du copte va être l'introduction de voyelles. Donc, évidemment, la révolution entre le pharaonique et le copte, ça va être le passage à un autre alphabet. On va abandonner les hiéroglyphes. Alors pourquoi on abandonnerait les hiéroglyphes? Pour 2 raisons. D'une part parce que ce système était devenu extrêmement compliqué à la fin de la période pharaonique. Il y avait plusieurs milliers de signes et c'était donc une langue qui était devenue extrêmement difficile, réservée à certains prêtres et certains érudits, mais très peu nombreux, et d'autre part, les hiéroglyphes avaient une coloration fortement païenne, et donc il y avait une volonté de changer complètement de système. Qu'est-ce qu'on adopte comme système? Le système qui était alors présent depuis la conquête d'Alexandre avec la présence du grec en Égypte, l'alphabet grec. Alors, cet alphabet grec, il contient 24 lettres. Vous les voyez ici, dans les 4 premières colonnes de cet éclat de calcaire. Ce que vous voyez ici, on appelle ça un ostracone. En réalité, c'est un grand éclat de calcaire qui a été trouvé dans la région de Luxor, qui faisait partie du matériel d'un moine du 8e siècle après Jésus-Christ. Je vous montre, avant de revenir en arrière, l'endroit où il vivait. Alors, on est sur la rive gauche à Luxor, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les tombes et tous les temples, et le moine qui s'appelait Franguet, donc habitait dans une tombe pharaonique qu'il avait réinvestie et dans laquelle il avait fait un certain nombre d'installations. Et là, il copiait des livres, il faisait du tissage, toutes sortes d'activités, évidemment recommandées aux moines depuis l'Antiquité. Et donc, cet alphabet est probablement de sa main. Il est magnifiquement écrit parce que c'était probablement un modèle pour ses élèves. Donc vous voyez sur les 4 premières colonnes les 24 lettres de l'alphabet grec, et dans la dernière colonne, les 6 caractères qui sont des caractères empruntés à l'égyptien pharaonique, sous sa forme assez tardive et appelée démotique, et ces lettres supplémentaires servaient à noter des sons qui n'existaient pas dans le grec. Par exemple, le son f, le son ch, le son re, le son je n'existait pas en grec, et donc il a fallu créer des caractères supplémentaires. Alors, une langue, c'est bien sûr un alphabet, c'est une grammaire. La grammaire du copte, elle est presque entièrement égyptienne, avec assez peu d'influence du grec, et c'est aussi un vocabulaire. Et c'est dans le domaine du vocabulaire que l'influence du grec se fait le plus sentir. Pour 2 raisons, encore une fois. La première, c'est qu'on était dans un milieu bilingue en Égypte à l'époque. La conquête d'Alexandre date de 330 avant Jésus-Christ, et les Grecs sont très présents en Égypte. Le grec est la langue de l'administration. Donc, forcément, le grec avait pénétré la langue égyptienne.
Et d'autre part, le copte étant la langue du christianisme, avait besoin de tout un tas de notions qui n'existaient pas en égyptien ancien. Donc, on a dans la langue copte une très forte proportion de mots grecs. Certains estiment qu'elle peut aller de 20% à 30% selon les dialectes, dont nous allons reparler tout de suite. Alors, je vous ai mis ici un choix de mots égyptiens à gauche et grecs à droite, et vous voyez qu'on ne peut pas toujours prévoir quel mot va être autochtone, quel mot va être plutôt emprunté au grec. Par exemple, pour dire Dieu, le copte a gardé l'ancien mot égyptien, netcher, il n'a pas emprunté le mot théos. Il ne l'emploie que rarement dans la liturgie, dans certaines stèles funéraires, mais le mot Dieu est vraiment un mot égyptien. Pour désigner l'esprit, il a employé le mot pneuma, qui est évidemment le mot grec. La vérité, il y avait un magnifique mot, la ma'at en égyptien, qui a été gardé en copte. La charité, c'est le mot grec qui est employé, c'est agapé. La foi, c'est narti dans un des dialectes, mais c'est pistis, le mot emprunté au grec dans un autre dialecte. Donc, voilà, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait un choix imprévisible et aussi à ce qu'un dialecte ou l'autre dialecte puisse avoir fait un choix différent en matière de vocabulaire. Alors, je vous parlais de dialecte. Quand le copte apparaît vraiment fixé comme langue littéraire, c'est-à-dire à l'extrême fin du IIIe siècle, au début du IVe siècle, il y a une grande variété dialectale dans la vallée du Nil. Cette variété dialectale, elle existait probablement déjà à l'époque pharaonique, mais elle n'était pas visible parce que, en fait, la réalité dialectale se voit surtout par les voyelles. Et comme les pharaoniques ne notaient pas les voyelles, on ne pouvait pas distinguer les dialectes. Donc ces dialectes sont au nombre au moins de 6. Je vous épargne les détails des subdialectes et des idiolectes dont certains linguistes sont friands. Et donc du nord au sud, le boaïrique, que vous connaissez très bien parce que c'est aujourd'hui encore la langue liturgique des Coptes, le fayyoumique, dont nous avons entendu parler, donc le dialecte de l'oasis du Fayoum, ce qu'on appelle le dialecte mésokémique ou moyen égyptien, qui est le dialecte de la région d'Ashmounein, Hermopolis à peu près, et puis ensuite il y a le saïdique, qui en fait est un dialecte originaire de Moyen-Égypte, mais qui va devenir la langue classique de toute l'Égypte. Les dialectes lycopolitains, donc à peu près au niveau de la ville moderne d'Assiout, et puis ensuite, tout au sud, l'armimique, qui, contrairement à son nom, n'est probablement pas originaire de la région d'Armim, mais de l'extrême sud de l'Égypte. Donc, entre le IVe et le VIe siècle, on va voir fleurir tout un tas de textes et de manuscrits dans ces 6 dialectes principaux. Alors, on va en voir quelques exemples, et vous allez voir que tous ces exemples sont écrits sur ce qu'on appelle des codex. Le rouleau, qui était le support en Égypte pharaonique, et dont vous voyez un exemple en haut à gauche avec le fameux scribe accroupi du Louvre, est abandonné à l'époque chrétienne au profit du livre tel que nous le connaissons actuellement, c'est-à-dire du livre relié dont on tourne les pages et qu'on appelle un codex. Donc c'est sous cette forme presque exclusive qu'on va avoir des manuscrits coptes. Donc, à gauche, un psautier en dialecte de Moyenne-Égypte, probablement du 5e siècle, qui est conservé au musée copte. Un très beau manuscrit retrouvé dans les années 1980. Et à droite, un des plus beaux exemples qu'on ait de manuscrits saïdiques anciens, donc est une page de l'évangile de Marc, que j'ai choisi spécialement parce que c'est une page de l'évangile de Marc et que c'est, je pense, un des plus beaux anciens manuscrits que nous ayons conservés. Ici, deux manuscrits sur papyrus, à gauche des Lamentations de Jérémie en dialecte fayyoumique et à droite ce qu'on appelle l'Apocalypse d'Élie, un apocryphe de l'Ancien Testament en dialecte arménique. Alors, après le VIe siècle, il ne reste plus que 3 dialectes. Les autres sont éliminés au profit du saïdique dans toute la vallée du Nil,
du bohaïrique dans la partie nord de l'Égypte et du fayoumique dans l'oasis du Fayoum. C'est en saïdique que va être transmise la grande majorité de la littérature copte, et spécialement grâce à une découverte faite à la fin du XIXe siècle par l'égyptologue français Gaston Maspero, qui a découvert en Haute-Égypte, dans la bibliothèque du monastère dit d'Amba Shenouda ou Der El Abiad, donc monastère blanc, les restes de la bibliothèque du monastère. Donc vous voyez une vue de la nef de la grande église du monastère de Chénouté en Haute-Égypte, et à droite, un personnage que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, qui est l'abbé Chénouté lui-même, supérieur de ce monastère au IVe et Ve siècle, fondateur probablement de la bibliothèque et grand champion du christianisme égyptien à cette époque. Alors, dans cette bibliothèque qui était en fait entassée, les restes de la bibliothèque étaient entassés dans une espèce de chambre en haut de l'église, Gaston Maspero a retrouvé les restes d'environ 10 000 fragments de parchemin. De ces 10 000 fragments, 5 000 ont été achetés par la Bibliothèque nationale de France et le reste a été dispersé dans à peu près toutes les collections du monde. Donc nous avons une bibliothèque qui était déjà en mauvais état et qui en plus a été largement dépecée et qui malgré tout, reste le plus grand conservatoire de la littérature copte que nous ayons à notre disposition. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque ? Eh bien, il y a toutes sortes de textes traduits du grec ou composés directement en copte, des textes bibliques, des textes apocryphes, des textes patristiques, des textes de discipline monastique, des textes hagiographiques, des textes liturgiques, enfin, tout ce qui faisait la vie de cette communauté monastique du 5e au 12e siècle. Les manuscrits vont en gros du 6e, 7e jusqu'au 12e siècle. Ici, vous avez trois exemples de ce qui fait l'originalité de cette bibliothèque, à savoir les œuvres de ce fameux Chénouté. Donc Chénouté, comme je vous l'ai dit, était un champion du christianisme et un supérieur de monastère assez énergique. Il a écrit 9 tomes de canons, c'est-à-dire de livres de discipline monastique, et 8 tomes de discours qui, eux, étaient adressés à un public plus large. C'était des œuvres pastorales qui s'adressaient soit à des personnages importants de la société civile, soit aux gens de son entourage. Donc vous avez ici quelques-uns de ces manuscrits, et à gauche, un portrait de lui qui a été peint sur une page de manuscrit. Je vous montre aussi ce dont le père Stéphanos nous a parlé tout à l'heure, à savoir une page de ce fameux manuscrit qui reproduit, enfin qui transmet l'homélie de Timothée II d'Alexandrie, donc archevêque d'Alexandrie à la fin du 5e siècle, et qui raconte donc la vision qu'a eue Timothée de la Vierge, dans laquelle elle lui raconte le périple de la Sainte Famille en Égypte. Et dans ce passage où nous sommes, en fait, il s'agit d'un passage très intéressant où la Sainte Famille est poursuivie, enfin, fait la rencontre malencontreuse de deux brigands dans le désert, dont l'un finit par convaincre l'autre qu'il ne faut pas attaquer les voyageurs puisqu'il pressent la sainteté de l'enfant qui est là avec sa mère. C'est un très beau texte qui a, comme l'a dit le père Stéphanos, a probablement été traduit du grec, mais nous n'avons pas l'original grec. Il a été traduit en copte, puis en arabe, puis en éthiopien. Et nous avons les trois versions que nous avons publiées il y a quelques bonnes années. Et c'est très rare d'avoir un texte comme ça transmis dans les trois langues, et c'était particulièrement intéressant. Alors, je vous ai montré des livres, mais il y a aussi
les documents de la vie quotidienne ou de la vie administrative qui sont en copte extrêmement nombreux. Je vous montre ici 2 documents qui viennent du même endroit. À gauche, c'est un fragment du testament de Victor, 2e supérieur du monastère de Saint-Foy-Bamon. Il date de 634. On va voir où était Saint-Foy-Bamon tout de suite. Et à droite, c'est le testament de Jacob, qui était le 4e supérieur du même monastère et qui date d'à peu près de 695. Nous avons conservé les testaments des 4 premiers supérieurs de ce monastère. Alors, ce monastère, où est-il ? Si vous êtes allé en Égypte et si vous avez visité la région de Luxor, vous avez certainement vu le temple de Dar el-Bahari, qui est ici sur l'image à gauche. Eh bien, il faut savoir que jusqu'à la fin du XIXe siècle, au moment où le temple a été complètement déblayé, il y avait sur la 3e terrasse de ce temple un monastère copte, le plus grand monastère de cette région, qu'on appelait, donc qui s'appelait le monastère de Saint-Foy-Bamon. Et c'est de ce monastère que viennent les testaments que je vous ai montrés. Alors, qu'est-ce que c'est un testament de supérieur? En quoi ça consiste? Alors, d'une part, le supérieur est propriétaire du monastère et des terres éventuelles qui l'entourent, donc il transmet la propriété du monastère à son successeur. En même temps, il lui transmet la responsabilité spirituelle et il lui fait des recommandations éventuelles pour le choix de son propre successeur. Ce sont des textes souvent très longs. Le papyrus que je vous ai montré, dont je vous montre un fragment ici à gauche, mesure en réalité à l'origine 2 mètres de hauteur. Donc ce sont des documents très longs avec beaucoup de répétitions, avec beaucoup de signatures de témoins à la fin aussi pour valider l'acte. Autre support sur lequel nous avons beaucoup de textes, dont nous avons vu quelques images dans le court-métrage, ce sont ce qu'on appelle donc les ostraca. Donc, on a vu tout à l'heure un éclat de calcaire, ça c'est un tesson de poterie. Les ostraca, ce sont la plupart du temps des tessons de poterie, un support bon marché, beaucoup moins cher que le papyrus qui lui était devenu cher, et donc pour des textes éphémères, ça convient très bien. Il suffit de choisir une surface assez lisse. L'encre accroche très bien sur la terre cuite et donc on peut copier toutes sortes de textes dessus. Et ici, eh bien, c'est un texte tout à fait prosaïque, mais qui représente une des préoccupations majeures en Égypte comme dans beaucoup d'endroits dans l'Antiquité, à savoir les impôts. Et donc ici, c'est un reçu d'impôts qui vient toujours de cette région de Luxor extrêmement riche en documents, et vous avez un document qui est écrit en copte très cursif, donc ces documents sont souvent difficiles à lire parce qu'ils sont écrits par des scribes professionnels qui écrivent très vite, et il dit donc, c'est un reçu qui s'adresse donc à la personne qui a payé: voici un demi-sou qui nous est arrivé de ta part à toi, Jérémias, fils de Basilios, au titre de la dioïkésis, qui est le nom d'un des impôts à l'époque, de la 9e indiction. L'indiction, c'est justement un système de datation en rapport avec l'impôt. Ensuite, on a une partie en grec qui récapitule le total. Donc, vous voyez que même au 8e siècle, le grec est toujours présent à côté du copte dans l'administration. Et puis ensuite, on a la signature du fonctionnaire qui certifie le reçu. Et puis ensuite, le nom du scribe. Donc sur un tout petit document, parce que ce document fait 5 ou 6 cm de haut, vous avez énormément d'informations. Autre type d'une autre région, donc ici nous sommes en Moyenne-Égypte, au monastère de Bawit. Le monastère de Bawit est... alors tout à l'heure nous avons vu le monastère de Saint-Foy-Bamon, je vous ai dit que c'était le plus grand monastère de la région de Luxor, mais le monastère de Bawit était un énorme monastère et lui probablement un des plus grands monastères d'Égypte, actif entre le 6e et au moins le 9e siècle. Donc un peu Bawit, c'est disons un peu au sud d'Ashmounein, pas très loin d'Ashmounein. Il s'agit... alors ce monastère
témoignent d'une activité économique intense. Et donc, on a retrouvé des centaines de textes de ce type qui sont en fait des bons de livraison. Ils commencent tous par le même mot, shineensa, qui veut dire aller chercher ou faire rentrer. Et donc, ils contiennent des informations contenant la denrée à aller chercher, du blé, du vin, des oignons, du fourrage, toutes sortes de choses, la quantité, le nom du transporteur, en général un chamelier qui va le transporter, et puis, de nouveau, un résumé, une date en grec. Donc, ce sont, si vous voulez, des documents administratifs qui servent à l'économe du monastère à répertorier de façon systématique tout ce qui entre et qui sort du monastère. Donc ici, nous sommes probablement au 7e, 8e siècle aussi. C'est de cette période, 6e, 8e, que nous avons le plus de documents. Alors, nous revenons chez Frangé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai une affection particulière pour Frangé, parce qu'il se trouve qu'avec ma collègue Chantal Hurtel, qui est aussi dans cette salle, nous avons travaillé sur la correspondance de ce moine. C'était 1 millier d'ostracas, donc 1 millier de tessons et d'éclats de calcaire, dont une moitié représentait la correspondance du moine lui-même. Un moine qui écrivait énormément, des lettres à toutes sortes de personnes, des lettres pour demander des choses ou pour se fâcher parce qu'il n'était pas content, pour faire des reproches, pour donner des conseils, mais aussi des lettres comme celle-ci qui sont simplement des lettres de salutation. Dans cette lettre, il est dit, donc, c'est moi, Frangé, le très humble, originaire de Pétémout. Pétémout, c'est une petite ville qui s'appelle aujourd'hui Medamoud, qui est de l'autre côté du Nil, qui habite dans la montagne de Djémé. Donc la montagne de Djémé, à l'époque, ça désigne la rive occidentale de Luxor, où sont en fait installés tous les moines et toutes les églises. Et j'écris et je salue donc mon cher et bon maître et frère Patermouté et sa femme. Je salue aussi mes bons frères, Appa Victor, ainsi que ta belle-mère. Salut dans le Seigneur, Sainte Trinité. Donc vous voyez, c'est juste une lettre de courtoisie. Il n'y a pas de message particulier dans cette lettre, ce qui est rare, car en fait, en Égypte, comme toujours d'ailleurs, on écrivait quand on avait une raison d'écrire. Il était assez rare qu'on envoie comme ça des petits mots, et vous pouvez admirer l'écriture particulièrement belle de ce moine Frangé. Dans la tombe, dans l'ermitage de Frangé, on a aussi retrouvé des documents extrêmement intéressants qui sont des petits papyrus. Alors celui-ci est le plus beau. Quand on l'a retrouvé, il était encore roulé et il portait un sceau. Donc les archéologues qui l'ont découvert l'ont déroulé. Et on a découvert qu'en fait, il s'agissait d'une demande de laisser-passer. Le texte dit exactement « N'empêche pas Papas et Théodorake de se rendre à Djémé ». Donc Djémé, c'est le gros bourg de la région, car c'est pour leur travail qu'ils y vont. C'est daté, et au dos, il y a le nom de l'expéditeur, et qui malheureusement n'est pas complètement lisible, et le nom du destinataire qui s'appelle Halakotse. Qu'est-ce que sont ces documents ? On est à cette époque au 8e siècle. Il est probable qu'à cette époque, la circulation des personnes n'est pas aussi libre qu'elle l'était quelques dizaines d'années avant. Donc la pression, probablement la pression fiscale, fait que la surveillance est beaucoup plus importante. Donc il y avait probablement du côté de l'ermitage de Frangé une espèce de checkpoint, si vous voulez, de barrière. Et pour franchir cette barrière et se rendre au bourg, il fallait un laissez-passer. Et donc, c'est la trace de cette démarche que nous avons ici. Alors, pourquoi est-ce que ça se trouve dans l'ermitage de Frangé, vous me direz ? Parce que Frangé était aussi copiste de livres et il les reliait. Et pour relier un livre, la façon dont on procédait à l'époque, c'était de faire des amalgames de papyrus et de les recouvrir ensuite de cuir. Des couvertures assez artisanales, mais très efficaces. Et le papyrus qu'on utilisait, c'était du papyrus recyclé. Or, un laissez-passer, une fois qu'il a servi, il n'est plus utile, il peut être recyclé. Et donc, on peut en déduire que le checkpoint en question n'était pas très loin de l'ermitage de Frangé, qui récupérait comme ça du papyrus
que lui-même utilisait dans ses reliures. Donc vous voyez, tous ces petits documents, en fait, qui ne payent pas de mine, nous disent énormément de choses sur la vie à l'époque en Égypte. Alors, je vais terminer en remontant, en revenant vers une époque plus récente. Les documents que nous venons de voir, que ce soit les manuscrits ou les papyrus ou les ostracas, n'ont été découverts qu'après 1850, largement après la deuxième moitié du XIXe siècle. La découverte de Champollion date de 1822. Donc, aucun des livres que nous venons de voir n'a pu être utilisé par Champollion. Donc, quels étaient les instruments de travail sur lesquels Champollion pouvait s'exercer au copte? Bon, bien sûr, il y avait ce prêtre Shiftichi avec lequel il apprenait, mais il y avait déjà dans les collections françaises, entre autres, un certain nombre de manuscrits, alors la plupart non pas en saïdique, mais en bohaïrique, donc le dialecte qui est actuellement le dialecte liturgique. Et donc, je vous en montre 3 exemples. Ici, je vous montre un exemple de ce qui est probablement le plus beau manuscrit copte au monde, qui est le copte 13 de la Bibliothèque nationale, un manuscrit du début du XIIe siècle, sur parchemin, un évangéliaire entièrement enluminé à l'aide de vignettes de ce type. Ici, vous avez une miniature du baptême du Christ dans le Jourdain. Donc, ce manuscrit a été copié par l'archevêque de Damiette à la fin du XIIe siècle. Et il est entièrement en copte, à l'exception de quelques légendes des miniatures en arabe. Donc, ça, c'est un des manuscrits que Champollion a vu. Un autre manuscrit qu'il a vu aussi, c'est le copte 1 de la Bibliothèque nationale, qui, lui, est un Pentateuque. Alors, un Pentateuque un peu plus récent, milieu XIVe siècle, mais alors classique des manuscrits bohaïriques de cette époque, avec à gauche le copte, à droite l'arabe, toujours dans la proportion 2 tiers, 1 tiers, parce que l'arabe est beaucoup plus concis, donc a besoin de moins de place pour dire la même chose. Donc également un très beau manuscrit. Et puis des manuscrits très particuliers qu'on appelle les scalae, donc les échelles, qui sont des manuscrits copiés au XIIIe, composés au XIIIe et XIVe siècle par des savants coptes qui voyaient que leur langue était en train de dépérir. Donc, pour sauver la langue et essayer de faire en sorte qu'elle puisse être enseignée, ils ont composé des grammaires et des vocabulaires. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ces manuscrits des échelles? Pour 2 raisons. D'abord parce que typographiquement, ces lignes avec le copte à gauche, l'arabe à droite sur 2 colonnes évoquaient un peu les degrés d'une échelle, et surtout parce qu'ils étaient des degrés de la connaissance, et c'est pour ça qu'on les appelle des échelles. Alors ici, j'ai choisi 2 pages, qui sont des pages de vocabulaire, et spécialement, donc ici, ce sont les nombres. Donc on commence en fait à la moitié de la colonne gauche, donc il y a 1, 2, 3, 4, etc. Et donc vous voyez Oua, et puis à côté l'arabe, ça paraît tout simple, mais tout est fait dans ces manuscrits. On peut apprendre tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était tout à fait possible d'apprendre le copte dans un manuscrit avec quand même peut-être un tuteur qui vous donnait quelques conseils, mais c'est sur ces grammaires-là que sont basées les grammaires occidentales qui ont été ensuite composées à partir du XIXe siècle en Allemagne, en France, en Angleterre. Et ici, vous avez une autre page où vous avez des listes de vocabulaire. Alors là, à gauche, vous avez des pluriels. Donc la tête, les têtes. Ensuite, vous avez la rivière, les rivières. Le bétail, les bêtes, etc. Et puis ensuite, en dessous, vous avez
la montée, le fait de monter, le fait de marcher, le fait de s'asseoir, etc. Enfin bon, vous voyez un peu le système. Ce sont des manuels d'apprentissage et c'est comme ça que je boucle la boucle en revenant donc à Champollion. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame la professeure. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous avons maintenant presque atteint la fin de notre événement. Notre prochaine station sera au premier étage. Nous allons nous diriger pour vivre une performance artistique, j'espère unique, sur l'existence de la langue copte au XXIe siècle, alimentée par une exposition cohabitant le papyrus et le copte. À 19h, Monseigneur Mbamark a également l'honneur de vous inviter à un cocktail dînatoire dans cette salle juste à côté. Je vous remercie infiniment de votre attention et l'événement est levé.